cette plainte qu'il vient de porter. Il vient de porter une plainte contre le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, contre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongor, contre le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, sans oublier la vingtaine autres personnalités de la République. Issa Chiroma Bakari estime qu'il y a eu des abus qui ont été perpétrés sur les populations après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Ma première préoccupation, et je m'adresse à Célestin Djamène, est celle de savoir, est-ce que M. Chiroma a qualité de porter plainte à ces personnalités que nous avons énumérées tout à l'heure? Deuxième chose, est-ce que le tribunal judiciaire de Paris peut être compétent? À qualité, eu égard au fait même du mécanisme de la compétence universelle, on peut de prime abord supposer qu'il est qualité. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que M. Chiroma, ancien ministre camerounais, qui a été au moins à 2 reprises un détourneur patenté de fonds publics. Vous avez des preuves, je précise. Je rappelle que oui, vos confrères en ont parlé à l'époque des faits, notamment pour Kenya Airways. Il y a eu une question de 495 millions reversés aux ministres pour les familles, et les familles ont affirmé pendant si longtemps qu'ils n'ont jamais rien reçu. Premier cas. Deuxième cas de détournement. Il y a eu au moins 40 milliards mis en place pour la TNT camerounaise, parce qu'on voulait chasser Canal+ à l'époque. J'ai été invité avec Anissa Ekane, Henri Tekwesa et Yaoundé, au palais de congrès, pour débattre des programmes 100% camerounais qu'il fallait mettre en place. C'était le lancement de la TNT. Il a reçu beaucoup d'argent pour ça. La TNT n'a jamais eu lieu, jamais été mise en place. On ne sait pas où est parti l'argent, et n'eût été la magnanimité du président Paul Biya, M. Chiroma n'aurait pu être ministre. Il serait en prison depuis très longtemps. Passons là-dessus. Maintenant, pour revenir sur l'aspect judiciaire, M. Chiroma, il s'adresse au tribunal de Paris, dans le cadre de ce mécanisme que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la compétence universelle. Je rappelle que le mécanisme de la compétence universelle, c'est un mécanisme qui est fondé sur certains crimes particuliers, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Y a-t-il eu, puisque quand je regarde les chefs d'accusation, on parle de répression massive de l'opposition politique, détention arbitraire, torture qui n'a pas prouvé, est-ce que le mécanisme de la compétence universelle s'occupe de ces infractions? À l'évidence, non. Premier point. Deuxième point. Les chefs d'État ont ce qu'on appelle l'immunité de la fonction, y compris notamment sur le plan international. Il s'agit du président Paul Biya, il s'agit aussi de Barangele, qui a été cité dans ce texte, il s'agit du ministre de l'AT, le CED, le SGP, etc. Donc, il faut d'abord s'assurer que les infractions évoquées dans ces fabulations, dans ces allégations par M. Chiroma, relèvent de la compétence du tribunal de Paris sur ces cas-là. La réponse est non. Et même si c'était le cas, le chef de l'État a une immunité de fonction. Les chances sont donc nulles, totalement nulles. Peut-être pour les ministres, je ne sais pas, mais là encore, la procédure est extrêmement complexe. Parce qu'ils sont en exercice. Il y a eu un cas exceptionnel pour le Rwanda, parce qu'effectivement, ça rentrait dans la rubrique de la compétence universelle du tribunal de Paris, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est l'une des rares exceptions. Mais dans le cas d'espèce, on a vu des casseurs envoyés par Chiroma, que ce soit à Douala, à Yaoundé, un peu partout dans la Damawa, dans le nord, pour aller éventrer les boutiques des pauvres citoyens. C'était des casseurs. Moi, j'en ai vu personnellement à Yassa. De retour sur Yaoundé, j'ai vu des enfants de moins de 19 ans aller casser des boulangeries, aller casser des bistrots, simplement pour s'abreuver. Et M. Chiroma dit, il faut lancer l'assaut, il faut lancer l'insurrection, mais moi je vais en Gambie pour préserver ma vie. Ça veut donc dire que la vie de ces jeunes gens n'avait pas d'importance à ses yeux. Seule sa vie a de l'importance. Donc il fait dans la forfanterie, dans du populisme de mauvaise aloi, et cette procédure judiciaire ne peut pas aboutir. D'abord, je ne suis même pas sûr qu'il puisse avoir l'ouverture, ne serait-ce que d'une enquête préliminaire, c'est pas possible. Encore moins la mise sur pied d'un juge d'instruction. Je crois que cette affaire sera tout simplement classée sans suite. Monsieur Chiroma ne peut pas être quelqu'un qui se prévaut de ses propres turpitudes. Ce n'est pas possible. C'est un monsieur au Cameroun qui a adoubé,
qui a voulu couvrir l'acte de Garbou. Vous savez, des militaires qui ont commis des gaffes dans le Nozo. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait voulu couvrir? Peut-être qu'il avait eu un certain nombre d'informations. Il n'était que communicateur du gouvernement. Non, quand on est dans cette posture-là, quand on n'a pas toutes les informations fiables, tout à l'heure on parlait de Betty Assoumo, le ministre, qui avait des sources d'informations fiables, d'où ce communiqué, on a mis aux arrêts ce lieutenant ou ce caporal, je ne sais pas, sous-lieutenant. Et donc, dans le cas de Garbou, il aurait quand même pu, en tant que membre du gouvernement, parlant au nom du gouvernement, s'abstenir s'il n'avait pas toutes les informations. Ça n'était pas le cas. L'État lui-même est revenu dessus pour condamner ses propres militaires. Donc c'était une honte. Donc à qui fait-il la morale? Il porte une plainte parce que ces tentatives d'insurrection ont totalement échoué au Cameroun. Il a commencé à, comment dirais-je, prendre la direction du groupe de travail de l'ONU, pour effectivement essayer d'amplifier sur le plan international cette affaire. Ça n'a pas donné. Maintenant, il essaie de taper du côté de la compétence universelle du tribunal de Paris. Ça ne marchera pas. C'est un combat politique. Vous allez chuter. Et M. Chiroma n'a pas vocation, parce que pour moi je le classe dans la lignée de certains présidents élus de Facebook, autoproclamés. D'abord, c'est une infraction. Il a traité le Conseil constitutionnel de tous les noms. Le Conseil constitutionnel qui a proclamé en 2018 des résultats. M. Chiroma était ministre. Il avait émis des positions assez graves sur un autre candidat à l'époque qui s'était aussi proclamé président élu. Donc maintenant... C'était votre ancien président. Ça n'a pas d'importance. Non. Ça n'a aucune importance. Moi, je suis journaliste, je relève juste les faits. Je suis un débat sérieux, M. Partaï ici. Moi, je suis en train de dire que sérieux. La personne, non, mais attendez. On parle de monsieur qui a porté plainte, M. Chiroma. M. Chiroma, qui essaie de se prévaloir de ses propres turpitudes. Il avait encensé, à une époque certains que tout le monde connaît, le Conseil constitutionnel. Et il avait même stigmatisé un autre candidat. Qu'il soit mon président ou pas, peu importe, je suis en train de dire que ce monsieur n'a pas vocation à faire de leçons aujourd'hui, ni à porter plainte contre le président Paul Biya et les autres. Merci Célestin N'Djamène. Je dois dire que j'ai devant moi ici le certificat de dépôt de plainte de monsieur Chiroma du côté de la cour d'appel de Paris, tribunal judiciaire donc de Paris, où il est clairement écrit que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris certifie par le président que M. Chiroma Bakary Issa et l'association Réseau Responder et Advocatus ont déposé plainte contre M. Biya Bimvondo Paul Barthélemy et autres mises en cause. Cette plainte a été enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de parquet 26 16 30 0000 304, fait donc au parquet le 12 juin 2026 et c'est signé donc du procureur de la République. Abel Elimbi Lobé, nous pensions l'épopée de la présidentielle de 2025 définitivement tournée, que la page avait été définitivement tournée, mais Chiroma remet cela sur la scène publique. Entre-temps quand même, au regard de ce que nous avons vu sur le terrain à Yaoundé, à Garoua, à Douala, à Bafoussam, pour ne prendre que ces villes, est-ce que M. Chiroma ne relève pas quand même quelques faits? Vraiment, le Cameroun est un pays extrêmement perturbé. Comment ça? Les hommes politiques de notre pays sont très, très, très regrettables comme personnages. Très regrettables. Et j'ai gardé, vous venez même d'entendre le discours de M. N'Djamène. Je l'ai regardé ce morceau choisi. C'est le prophète Jérémie qui parle. Il parle des perfides. Il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Et il pose la question, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont toutes les libertés.
Ils sont sur les plateaux, ils sont sur la presse, ils se contredisent les uns les autres, ils sont amis aujourd'hui, ils ne sont plus amis demain, ils ont la liberté d'expliquer pourquoi ils étaient amis hier, pourquoi ils ne sont plus amis demain. On est fatigué, on ne sait même plus où mettre la tête. Vous voulez parler de qui? Je de veux quoi? parler de Issa Chiroma. Ah, d'accord. Je veux aussi parler de celui-ci, celui qui est assis ici. Celui-ci, c'est qui? N'Djamène, qui nous explique avec emphase comment Issa Chiroma ne devait pas faire ceci. Et il a voulu organiser l'insurrection. Lui, c'est un insurrectionnel. Il voulait chasser Paul Biya avec l'insurrection en 2019. Il n'y a jamais eu d'insurrection, monsieur. Ah voilà, maintenant il n'y a jamais eu d'insurrection. Voilà. Il y a eu une manifestation. Il se baladait sur les plateaux de télévision pour dire comment l'armée de Paul Biya lui a tiré une balle dans la jambe. Ça, c'est l'insurrection, ça? Il était sur tous les plateaux. En français, hein, monsieur Limi. Il était sur tous les plateaux. J'étais condamné. Est-ce que j'étais condamné? On a voulu lui tirer une balle dans la jambe. Dans la divagation la plus totale. Tu as perdu, Limi. Il est maintenant sur le plateau contre Issa Chiroma. Tu es complètement perdu. Complètement perdu. Ce que je veux que ceux qui nous regardent retiennent. C'est pour ça que tes amis Kawa te rejettent complètement. C'est tu es cette complètement rejeté. maladie de ces acteurs politiques dont l'inconstance, C'est ça. le manque de fidélité. C'est ça. Quand je vois ce Issa Chiroma qui porte plainte aujourd'hui contre Paul Biya, que la plainte prospère ou qu'elle ne prospère pas, ce n'est pas mon problème parce que je sais qu'elle ne va pas prospérer. Et pourquoi? Mais c'est ce Issa Chiroma-ci qui était sur tous les plateaux quelques années en train de dire des choses que tout le monde considérait comme des mensonges, mais qui les disait avec emphase. Paul Biya n'a pas changé. Tel Issa Chiroma le voit aujourd'hui, tel il a toujours été. C'est lui, Issa Chiroma. Vous savez, dans les aéroports, il y a un drapeau là, une espèce d'entonnoir comme ça qu'on accroche souvent, on appelle ça la girouette. Elle indique la direction du vent. Celui-ci, les Issa Chiroma, les Maurice Kamto, sont ces girouettes de la scène politique qui courent dans la direction du vent. C'est pas excessif, ça? Non! Paul Biya est devenu très bien. Il est parti d'un parti social-démocrate. Paul Biya n'a Est jamais une changé. dérive d'extrême droite Les aujourd'hui. de Paul Biya n'ont jamais changé. Voilà l'inconstance. Les discours Parti d'un de parti Paul Biya sont toujours les socialiste mêmes. pour devenir un climatique patenté. Voilà la dérive. Chiroma. Voilà l'inconstance. Avant, tu Je suis fidèle à mes convictions. Tu voulais porter plainte. Quand tu as parcouru tous les Monsieur Elimi, je suis fidèle à mes convictions. les tribunaux là, il était avec Kanto. Tu étais avec John Fondi, socialiste. Johnson n'a jamais porté plainte. Il n'a jamais Tu étais avec Fondi. Tu es inconscient, monsieur. John Fondi. Tu connais la plainte. John Fondi n'a jamais été tribaliste. Il n'a jamais été tribaliste. Il a porté une plainte. John Fondi n'a jamais été tribaliste. Tu parles d'inconstant. C'est toi l'inconstant. D'accord, tu as fini. C'est toi l'inconstant. Tu viens de faire avec des valeurs humanistes. L'extrême droite, c'est la baniphobie la plus rétrograde. Monsieur N'Djamène, Comment tu peux avoir des gens comme toi? nous avons... Qui ont dit des gens comme nous avons suivi, hein? Attendez. Quand il sortira une attaque personnelle, je lui répliquerai à la seconde. Vous allez répliquer, permettez donc à Elimi de terminer. Hier, voilà quelqu'un qui voulait renverser Paul Biya avec la rue. Il a fait des photos, il a parcouru le plateau de vieux pour dire que l'armée lui a tiré une balle ici dans la jambe. On n'a jamais vu la blessure. Aujourd'hui, il est sur les plateaux pour démontrer comment Issa Chiroma, qui était l'ami de son ennemi d'hier, Paul Biya était son ennemi d'hier. Quand il parlait de Paul Biya sur les plateaux ici, il voulait s'arracher les cheveux. Tu as été reçu par un ennemi de Paul Biya au ministère de la Justice. Et subitement, Paul Biya est devenu très bon. Parce qu'il est devenu dans le jeu. Il soutient maintenant Paul Biya. Paul Biya n'a pas changé jamais. Tel tu le vois là maintenant comme très bon.
Tu aurais dû toujours le voir. Tu n'as pas rencontré Jean de Dieu Momo récemment? Qui est un ennemi de Paul Biya? C'est toi Non, explique-nous. C'est toi qui es l'homme qui nuit à la prospérité intellectuelle de la famille politique. C'est compris. Toute famille Tu n'as rien à dire. C'est compris. Tu as bu monsieur Mais tu viens nous démontrer comment Issa Chiroma est une horreur. C'est le fait. S'il vous plaît, nous allons faire un débat. Donc Issa Chiroma nous perd le temps. Attendez. La conclusion, c'est que Issa Chiroma nous perd le temps. On enregistre ta Il n'est conclusion. pas dans le premier C'est exercice. compris, c'est compris. Il est comme Kanto qui nous perdait le temps hier, dont Jamel était le lieutenant, pour renverser Paul Biya par la rue. Tout ça a échoué, il s'est Archi faux, monsieur. J'ai marché. Professeur Et la marche est Wanangini. autorisée par nos lois et nos constitutions. Toi, Professeur Wanangini, tu es un tribaliste, s'il vous plaît. c'est différent. Vous Et tu avez- as rencontré Monsieur Jean de Njamen. Dieu, ancien ennemi de Paul Biya. Monsieur Njamen, c'est pas vos bas. Les Calmez-vous. membres du G20. Permettez-nous d'avoir un débat courtois, un débat instructif la nation et un débat d'espoir. presque pédagogique. Et voilà pourquoi je vais passer la parole à un pédagogue, enseignant d'université. Professeur Wanangini, Paul Biya peut-il être interpellé comme des blagues, comme cela du côté de Paris, à cause de cette plainte déposée par M. Chiroma? Cela est-il envisageable? Merci de me donner la parole. Au vu des éléments présentés et des éléments observés dans la situation sur laquelle M. Chiroma se base, ça sera difficile pour ne pas dire impossible. Et pourquoi? Je crois que M. Djamen a dans une large mesure indiqué les raisons pour lesquelles une interpellation du président Paul Biya ne semble pas en ce cas faisable. Au-delà, il s'agit pour M. Chiroma de survivre politiquement. Il s'est installé dans un créneau dont il n'a pas la maîtrise, ayant été longtemps un associé politique du président Paul Biya et de son groupe gouvernant. Il s'est posé à l'occasion de l'élection présidentielle comme un concurrent radical. Seulement, il n'a pas les moyens d'une telle politique radicale. Il a essayé d'utiliser justement la voie insurrectionnelle avec une manière cynique de créer des provocations pour susciter la répression des forces de défense et de sécurité contre ceux qui sont entrés en insurrection contre l'ordre institutionnel du Cameroun. À l'international, contrairement à ce que certains peuvent penser, tout cela se voit. Tout cela se voit. Et c'est pour ça que justement, contrairement à ce que certains ont cru, il n'y a eu aucune réaction contre l'ordre gouvernant camerounais. Parce qu'on a bien vu articuler une démarche de provocation pour susciter la répression massive. Simplement, l'ordre gouvernant a réagi avec beaucoup de maturité. Seulement comme il y avait... Mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts parce que... C'est ça la maturité. Oui, bien sûr, il pouvait en avoir plus. Si vous avez vu le contexte dans lequel les choses se sont passées, il pouvait effectivement en avoir plus. Mais justement, au niveau de l'ordre gouvernant, on s'est arrangé pour respecter toutes les procédures en matière de maintien de l'ordre. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise ces procédures que ça évite les morts si vous avez des gens qui sont extrêmement radicalisés. C'est une voie qui ne me semble pas devoir prospérer. Et puis sur le plan pragmatique, elle n'arrange même pas les choses. Ça veut dire que une telle réaction sur le plan politique sera considérée comme manifestement inamicale par l'ordre gouvernant. Dans un contexte où, en réalité, l'opposition aurait plutôt besoin de créer les conditions d'un dialogue avec le pouvoir sur un certain nombre de questions. Vous n'allez pas prendre des mesures politiques, parce que derrière la démarche juridique, il y a des mesures politiques qui risquent plutôt de crisper le pouvoir. Professeur, cette affaire d'incohérence émanant des hommes politiques au Cameroun qui soutiennent X aujourd'hui, soutiennent Y demain, soutiennent B demain, soutiennent Z de l'autre jour, est-ce qu'à un moment donné, ça n'engage pas leur crédibilité? Est-ce que
cela n'a pas rattrapé M. Chiroma lorsqu'il a maintenant demandé au peuple camerounais de se soulever et de revendiquer ce qu'il appelait une victoire au volet. Vous savez, la politique, c'est une activité complexe qui se situe à la fois dans la longue durée et dans l'instant. Et entre la longue durée et l'instant, il y a le moyen terme. Vous pouvez avoir aujourd'hui, dans l'espace politique, une position qui ne sera pas nécessairement la position que vous aurez dans un autre équilibre. Ça peut arriver. Cela peut traduire effectivement de l'opportunisme ou de l'incohérence, mais il faut aussi noter que dans la politique, comme les équilibres changent, il peut y avoir des transactions entre des acteurs qui, dans l'équilibre précédent, c'est-à-dire dans la manière avec laquelle les choses étaient organisées avant, ne se retrouvent plus ni dans les mêmes positions, ni avec les mêmes intérêts. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont perdu toute leur valeur. Ça dépend, il faut analyser les choses avec précision selon les cas. Mais en même temps, sur le plan de la structure du jeu politique, ça peut quand même indiquer un problème qui est la difficulté dans notre espace à avoir des groupes politiques et des hommes politiques qui se fondent de manière durable sur un corpus de valeurs. Ça veut dire que peut-être notre politique se joue essentiellement dans autre chose, soit les passions et les émotions, soit les intérêts bruts. Professeur, terminons par cet aspect des choses qui me tient rigoureusement à cœur. Lorsque vous avez un homme politique et qui vous dit que Paul Biya, c'est un envoyé de Dieu et qui vous fait comprendre que vraiment le Cameroun est une chance d'avoir un monsieur comme Paul Biya à la tête de l'État. Le monsieur vous le dit à 6 h du matin. Et alors? Et à midi, le même monsieur vous dit que Paul Biya, c'est Lucifer à 28 cornes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'équilibre psychique? Non, ce n'est pas nécessairement incohérent. C'est cohérent. Ce n'est pas nécessairement incohérent. C'est donc cohérent. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas nécessairement incohérent. Le registre que le monsieur dont vous parlez, le registre qu'il a choisi, c'est celui d'une politique qui est essentiellement basée sur l'émotion. Qu'ils disent que le président Paul Biya, c'est un démon ou que c'est un dieu, c'est toujours le registre de l'émotion et le registre de la métaphysique. Donc il peut varier dans la position qu'il tient. Le matin, il encense Paul Biya, le soir, il le diabolise ou vice-versa. Il est toujours dans le registre de l'émotion. Cela signifie donc que nous n'avons aucun procès à faire aux hommes politiques du Cameroun. Non, vous pouvez effectivement, il n'y a pas de problème à le questionner, mais lui aussi peut vous répondre et vous expliquer pourquoi il a changé de position. Le mot crédibilité n'aura aucun problème. Le mot crédibilité n'est pas un mot absolu. La crédibilité... crédibilité n'existe pas en politique. Non, ce n'est pas que la crédibilité n'existe pas, c'est qu'elle n'est pas fixée dans du marbre. Les rapports politiques évoluent et les équilibres politiques peuvent changer. C'est pour ça que des gens qui sont ennemis en politique peuvent ensuite devenir des alliés et même après redevenir des ennemis. Mais maintenant, ça questionne sur le type de politique qu'on fait. Est-ce que la politique qu'on fait, c'est essentiellement un jeu de transactions, d'échanges, d'intérêts? Ou est-ce que la politique inclut aussi une vision plus morale avec des principes et des valeurs? Est-ce que la politique, c'est aussi la capacité de réfléchir, de méditer sur les manières qu'on a de transformer la société? À ces différentes questions, on va répondre par des dispositions différentes, c'est-à-dire que les gens n'ont pas la même manière de voir les choses et ils n'ont pas par la suite la même manière d'agir. On dira donc par exemple, sauf si je vous ai mal compris, que Oumniobe et les Thomas Sankara n'avaient rien compris. Non, ils avaient choisi leur registre, celui d'une politique rigide de principe. C'était une bonne option. Ça, c'est au choix, ça dépend pour répondre à cette question. Comment vous avez trouvé le choix? Ça dépend des valeurs que j'aurai. Et toi, tu as quelle valeur? Mais pourquoi vous voulez savoir? Soulé Honoriolo, votre regard sur l'attitude actuelle de Issa Chiroma Bakary concernant sa plainte contre Paul Biya et consorts du côté de Paris. Je pense que pour ajouter
un peu de jus dans ce que dit Mathias Onanguini. J'ai lu quelqu'un qui avait écrit « No condition is permanent ». Aucune condition n'est permanente. C'est-à-dire que ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, tout dépend, n'est-ce pas, des cartes en place. Vous avez vu comment ça s'est passé entre Wade et Diouf. Diouf a mis en prison combien de fois le Premier ministre et puis. Donc, il n'y a pas de condition permanente. Tout dépend de l'instant et de ce qu'il faut sauvegarder. Bon, je voudrais aussi dire que je ne suis pas d'accord qu'on appelle Célestin Djamel une girouette. C'est excessif. Célestin Djamel est un homme caractériel. J'ai même envie de dire un réformateur anticonformiste. Il est très mal à l'aise quand ça ne va pas. Et il a même des idées de contestataire. Très peu savent que c'est l'un des rares, soit dans les années 2002, 2003, qui a posé sa candidature au NEC pour challenger John Fondi. D'accord? Donc, en réalité, c'est quelqu'un qui a son caractère, qui n'aime pas, hein, quand ça ne va pas, il est mal à l'aise. Vous comprenez? Sankara disait que de la révolution, que les commandus, celui qui n'est pas bien assis peut s'accrocher ou descendre. Donc, qu'aujourd'hui, il fait ce qu'il fait. Vraiment, il faut, au lieu de Canada, il faut féliciter son caractère, son charisme. Maintenant, pour revenir à la question fondamentale, vous savez, moi j'ai beaucoup côtoyé Issa Chiroma Bakari. À un moment donné, je le voyais, je me souviens que tout le temps que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il ne peut jamais être candidat à la présidence devant le président Biya. Et après, il l'a dit au moins 15 fois. Maintenant, nos conditions sont permanentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devient trop facile. Hein? Non, qu'est-ce qui s'est passé? À cette heure-là, on n'aura plus aucun procès à faire à un homme politique. Il n'y a pas de principe. Vous savez que parmi les choses qui, en réalité, terrifient Chiroma, il y a celle du vice-dieu qui lui dit que tu ne seras jamais ministre. Le vice-dieu, c'est qui? Et quand il le lui dit, il raccroche le téléphone. Vous étiez là? Il me l'a dit. Ah, d'accord. Je vous ai dit que je l'ai rencontré. Il n'y a pas. Donc ce que je dis, c'est d'autorité. D'accord? Mais sur ce coup, nous pensons, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il laisse tomber. Ça risque de créer un autre temps de divertissement. Et peut-être distraire ceux qui doivent se préparer, n'est-ce pas, au rendez-vous de 2017. Pour les 2027, merci, pour les élections législatives et municipales. Vous savez, le feu Ateba Yene a écrit un livre, Mémoire d'un colonisé. Pas Ateba et Yene Charles. Ateba Yene. Ateba Yene, Mémoire d'un colonisé, qui peut être relu. Qui va initier les enquêtes contre ceux qui sont cités et qui sont encore aux affaires? Qui va, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, juger des responsabilités? Et puis, est-ce que ce tribunal-là est compétent? Parce que quoi qu'on dise, on parle d'un pays souverain. Le professeur nous a dit que ce tribunal n'est pas du tout compétent. Le Cameroun est un pays souverain. Donc, il va être très, très difficile, n'est-ce pas, de mener ce genre de procès. Mais maintenant, je voudrais... Jérôme nous dit dans cette plainte-là qu'il a choisi cette option d'aller à Paris parce qu'au niveau du Cameroun, la justice n'est pas indépendante. Vous savez, quoi qu'on dise... Mais ça fait quand même un problème, n'est-ce pas, Soulé? Quoi qu'on dise, n'est-ce pas, les faits convoqués, n'est-ce pas, sur sa plainte sont réels. Il y a eu beaucoup d'exactions, n'est-ce pas, après les élections. Maintenant, il y a la question des responsabilités. Est-ce que tel que c'était parti, un ministre de l'administration territoriale devait laisser le pays s'embraser?
Est-ce que le DGSN devait laisser le pays s'embraser pendant que ça allait dans tous les sens et que des jeunes qui avaient faim allaient de boutique en boutique pour prendre des bouteilles de gaz et tout ça? On aurait rendu le pays insupportable, non gouvernable. Donc il est fort possible que ces gens-là soient intervenus pour cela. Maintenant, je voudrais revenir à la promesse que je faite et vous l'avez accordée, que je la ferai, n'est-ce pas, chemin faisant, sur la question de la barbe de Soulé. C'est vrai que votre question de la barbe n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein? Non, je vous ai dit que je ne voulais pas intervenir pour refroidir le débat quand vous parliez de Tangandji. C'est pour ça que je dis, ok, si vous voulez, je finis de parler, vous ne me donnez plus la parole pour les suites des sujets. Il n'y a pas... Parce que ça me concerne énormément. Et le plateau de télévision où on a plus vu l'évolution de cette barbe, c'est libre expression. Tout à fait. N'est-ce pas? Ça fait au moins le 10e dimanche d'affilée. Et j'ai toujours indiqué aux uns aux autres que je ne défie pas le président Biya. C'est la barbe des promesses non tenues du président. Et j'ai estimé que, parce que j'avais le choix entre trois, soit la grève de la faim, soit aller, on fait toto en route et commencer à jeter n'importe quoi, ou alors, n'est-ce pas, l'engagement capillaire. Et vous remarquez que ça fait 8 mois, et ça a duré, ça a suscité. Donc, mais maintenant, M. Parfait, ici, le problème, ce que j'ai eu dernièrement, après notre dernière émission, c'est que j'ai fait face, n'est-ce pas, je suis à l'épreuve, ma barbe est à l'épreuve du feu de 3 dimensions spirituelles, administrativo, territoriales et familiales. Je vais rapidement expliquer les 3 dimensions. Vraiment, soyons très succincts. S'il vous plaît. On risquera vraiment, de pas pour une fois que oui, moi, je vous demande la parole pour parler pour moi. Je ne fais que répondre aux questions de votre débat. Permettez que si vous m'avez laissé pour parler de lui, si vous m'avez laissé finir. Il vous reste 2 minutes sous les. Monsieur Parfait ici, si vous m'avez laissé finir. Il vous reste 2 minutes. N'est-ce pas? Acceptez quand même que je viens sur votre plateau. Pour parler, laissez-moi parler. J'ai gagné le droit à la parole. Merci beaucoup. Maintenant, la première dimension, elle est spirituelle. J'ai fait la rencontre, n'est-ce pas, du président du consortium Morena Pro Finance, qui est un homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, qui m'a reçu pendant 2 heures de temps. Lui aussi le père de la MASSO, la mutuelle d'assistance sociale. Il m'a dit qu'à un moment donné de l'histoire, il faut savoir s'arrêter. Et que tel que c'est parti, il faut comprendre que on ne peut pas lutter éternellement, on ne peut pas faire la résistance éternellement. Il a convoqué les écritures ecclésiastiques qui enseignent qu'il y a un temps pour tout. Je l'ai écouté. La deuxième chose, c'est que j'ai été reçu par le ministre Tangandji, le ministre de l'administration territoriale. Ce n'était ni le Cobra, ni le Moulinex, mais c'était un entretien cordial, en toute sympathie. Il m'a parlé justement de son livre. Et pendant que je parle, le président directeur général d'Info TV était présent à cette rencontre. Donc, il m'a dédicacé ce livre, 37 ans de fidélité sans faille au président Paul Biya et aux institutions. Je ne reviens pas dessus puisque vous l'avez présenté. Nous avons échangé et je lui ai dit le sens de ma révolte silencieuse et personnelle. Et il a compris et il m'a dit que c'était bien compris. Lui, en tant que ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale, a bel et bien compris ce qui se passe. Mais il m'a dit, il faut raser. Naturellement, et qu'il ne faut pas bousculer le président de la République. Le président de la République n'aime pas quand les gens forcent sa main, et qu'il serait nécessaire. Alors, c'est finalement pour nous dire que vous avez fixé une date pour vous raser. Maintenant, je voudrais finir rapidement, n'est-ce pas, avec le livre d'Tangandji et la rencontre que j'ai eue en présence du PDG, n'est-ce pas, Mbala Dieudonné,
Et j'ai compris, je lui ai dit que je suis en train de lire son livre et que c'est un beau livre. La troisième dimension, et je vais chuter par là, elle est beaucoup plus familiale. Mes enfants ont saisi le conseil familial de notre grande famille, la famille Bouniaola, n'est-ce pas, à Tchekos par Bokito, et ils ont estimé que leur père était devenu un djoundjou et qu'avec les vacances qui arrivent, ils ne reconnaissaient plus leur père et que ça devient de plus en plus affreux. Le conseil familial a désigné M. Tombi Aroko Sidiki et M. Kessin Ousmane. Les deux sont les présidents, n'est-ce pas, de la famille Bouniaololo qui sont venus me voir. Eux aussi m'ont parlé, ils m'ont conseillé de ne pas faire la pression au chef d'État, que le chef d'État n'aime pas être bousculé, ils n'ont pas... En toute chose, les trois, la synthèse des trois, c'est que de plus en plus, ça je vous fais grâce de tout ce que les gens m'ont dit. Elim Bilobe m'a dit de raser, professeur Nangiri m'a dit de raser. Donc, je voulais chuter seulement en disant... Vous avez décidé donc de raser la barbe, c'est ça? Pour chuter, ça sera très facile de dire ça comme ça. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas un sens à la résistance, à la révolte silencieuse. Ce que je leur ai dit à tous, que ce soit au ministre Atangandji, que ce soit à Tombi Aoko, que c'est Ousmane du conseil familial, que ce soit au pasteur, président du consortium de Napoli Finance, je leur ai dit, j'ai écouté. Je vais voir ce que je ferai dans les prochains jours. Et que je leur ça va être aussi comme les prochains jours. Non, je vais pas imiter le propriétaire des prochains jours. Je voulais simplement dire que, mais il est possible que je mette un terme à la radicalisation. Merci. Il est possible. Merci. Maintenant, ça dépend de ce qui va se passer. Monsieur Parfait, ici, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il est possible que je mette un terme à la radicalisation. C'est compris. Et que depuis longtemps, d'ailleurs, il y avait un comité d'organisation qui avait déjà été créé, n'est-ce pas, pour évaluer et voir s'il est possible que sous les Onoyolo tombe la barbe et se fasse tondre le crâne. Je voudrais redevenir tout beau comme Célestin, n'est-ce pas? Bon, pas comme Elimbi parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble, sa barbe. Mais il est fort possible que je redevienne aussi beau que le président Akoué et puis Domingo. Merci. Pour être race. C'est possible. Mais les trois, je voudrais dire solennellement, je chute par là que les trois dimensions avec qui j'ai échangé ont été entendu. C'est compris. Fidel Castro, crise post-électorale au Cameroun. Certains Camerounais continuent de croupir en prison. N'est-il pas temps de faire la paix? N'est-il pas temps de libérer ces personnes-là qui avaient été interpellées dans le cadre de la crise post-électorale? Ça dépend de quelle situation on se retrouve. Si vous voulez, ça dépend de comment on perçoit la chose. Lorsque vous demandez, est-ce qu'il n'est pas temps de les libérer? À quel prix? À quel prix va-t-on libérer tout le monde? Parce qu'à l'intérieur de ceux qui font l'objet de poursuites judiciaires, il y a ceux qui ont commis des infractions suffisamment graves. Il y a eu des morts. Il y a des magasins, il y a des biens qui ont été détruits. Il y a eu un ensemble d'actes qui a été posé. Il y a eu des casses. Les gens ont été tués. Les gens ont été tués. Vous allez donc demander à celui qui a commis un meurtre d'être libéré? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez connu l'apartheid du côté de l'Afrique du Sud. Oui, mais... Après, il y avait une commission liberté comment on appelait et réconciliation. Ce n'est pas seulement le cas de l'Afrique du Sud. Dans d'autres pays, nous avons également eu ce genre de commission où on a décidé qu'au nom de la paix, on pardonne. Mais sauf qu'il y avait des conditions pour obtenir cette paix-là. Il y avait des conditions pour obtenir cette grâce-là. La question essentielle ici est celle de savoir qu'est-ce qu'on recherche à la fin. Ces enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans ces enfants qui ont été interpellés, est-ce qu'après un lavage de cerveau, après qu'on leur a expliqué un certain nombre de choses, est-ce qu'on ne peut pas libérer ces enfants-là? Il me semble que le président de la République, son Excellence Paul Biya, l'a déjà fait à plusieurs reprises au Cameroun. Vous vous souvenez, moi j'étais encore très jeune, en 1900, après le coup d'État, un ensemble de personnes avaient été arrêtées.
il y a eu des grâces. J'ai compris ça, Chiroma. J'en viens. Il y a eu des grâces présidentielles qui ont été prononcées lors des villes mortes qui ont embrasé le Cameroun. Ici, là, il y a eu des choses qui ont été... Alors, si on a libéré des gens qui ont voulu tuer le chef de l'État, preuve à l'appui, c'est pour ça que pourquoi ne donc pas libérer ceux qui ont marché en route? Même en 2018, lorsque mon grand frère Jamel et ses amis avaient décidé d'aller prendre l'assaut au palais de l'Unité, de marcher pacifiquement. Bon, ils avaient dit de marcher pacifiquement. Oui, il a... C'était une marche blanche pacifique. Le 26 janvier 2019. Et certains, je ne suis pas dans le langage du chassement. J'ai dit que la Constitution nous donnait le droit de marcher pacifiquement. Et c'était une manifestation qui a été déclarée conformément à la loi. Ce n'était pas une insurrection. Merci. Contrairement à je termine par là. Oui. Le président de la République, dans un élan de réconciliation et de paix, avait également prononcé l'arrêt des poursuites judiciaires contre beaucoup, parmi lesquels le président de mon frère N'Djamène, le professeur... Non, l'ancien président l'ancien président. Je suis président de APA. Il ne faut pas dire des choses qui vont détourner les téléspectateurs. Je suis président national de APA, s'il vous plaît. Bon. C'est vrai que je suis passé par le MRC. Mais si quelqu'un a été ton président, non. Il reste ton président. Enfin, c'est en diplomatie. On dira que ton président. Non, pas faire ici. Pas faire ici, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des fidèles téléspectateurs de Info TV. Ils veulent qu'on leur dise des choses de manière claire. J'ai fait un passage au MRC. Il y avait un président. Aujourd'hui, je suis président, s'il vous plaît. Je suis président national de APA. Il faut dire les choses clairement. Tu vas même devenir président de DPC. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, à un moment donné, accorder la grâce. Merci. Mais sauf que cette grâce-là, pour ma part, doit passer par un certain nombre de conditions. Chiroma, dit-il la vérité à Koué Domingo? Non, mais je vais surprendre les copanélistes. Hein. Moi, je suis d'accord que lorsque vous avez un problème, que vous exercez vos droits, et un des droits absolus du citoyen, c'est d'ester en justice. Bon, maintenant, est-ce que le tribunal de Paris va se déclarer compétent ou incompétent? Ça, c'est une autre chose. Donc, moi, je pense que, au lieu, souvent, de faire la force ou de passer à la violence, si vous savez que la justice est là et qu'elle peut résoudre un problème, c'est mieux de saisir la justice. Donc je crois que je ne suis pas contre le fait que M. Issa Chiroma ait saisi la justice. Maintenant, moi je pense que la justice aura tout le temps de se prononcer, d'abord si elle est compétente ou si elle ne l'est pas. Merci. Lisons une fois de plus quelques nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à vous sur le plateau. Le monsieur en lunettes noires n'est qu'un mendiant politique. Il était derrière Issa Chiroma. Il est derrière Paul Biya. Il ne connaît vraiment pas sa place au Cameroun. Il est victime de son propre égoïsme. C'est Olivier Depuis-Bonamoussadi. Un autre message sur ce plateau. Bonjour parfait ici, s'il vous plaît. Dites à Soulé de se coiffer pour son bien à lui-même et de trouver un autre moyen pour se faire entendre auprès du chef de l'État. Que dit ce téléspectateur à partir du Canada? Bonjour Info TV, nous comprenons la révolte de Soulé, mais de grâce qu'il nous épargne par moments de ces longues interventions qui nous font carrément décrocher. Merci, c'est Monsieur Njoya qui envoie cette contribution. Une autre contribution ce matin en direct sur Info TV. Bonjour grand frère parfait ici, j'apprécie bien les interventions d'Eli Lobé qui réservent avec justesse, peut-être vous l'avez dit qui dit avec justesse, un passage biblique pour définir le comportement des panélistes tel que, oui, il dit vraiment qu'il réserve avec justesse un passage biblique pour définir le comportement des panélistes tels que Célestin N'Djamène, mendiant politique de son état, la perfidie lui va, bon, vraiment, le reste là, c'est pas très important. Hein. Un autre message, bonjour au plateau et surtout à toi-même parfait, on doit depuis Ngaoundal. Domingo, c'est trop de quartiers et c'est bien dommage. Par contre, Castro, ce sont les textes, c'est limpide, on a compris d'où venaient ces
qui a compromis notre qualification. Prenons deux dernières réactions de nos téléspectateurs. Bonjour le modérateur des modérateurs. Bonjour au panel. Je souhaiterais connaître où me procurer le livre du ministre Paul Atanganji. Au Grand Soleil, j'ai toujours sa bouteille de vin rouge. Seulement, le caviar a fermé. Robert Yannick depuis Obobogo. Pour la bouteille de vin rouge, je sais pas. Bonjour, parfait à ici, à vous et à tout votre panel qui nous régale. S'il vous plaît, que M. N'Djamène sache que le discours de Abel et Limbilobé emporte l'adhésion d'une très très large majorité des littoraliens et désormais de très nombreux Camerounais d'autres régions et qui le trouvent juste équitable dans un contexte sociopolitique où le communautarisme, et qui est en réalité un prolongement du tribalisme, a pris le dessus sur l'idéologie. À chacun ses œufs et tout le monde est content. C'est signé Alexis depuis Douala. Et que dit cet autre téléspectateur sur Info TV ce dimanche? Nous prenons celui-ci. Bonjour à vous. C'est mon constat. Plutôt que de répondre à la question posée par le modérateur, s'en prendre aux panélistes, comme le fait Lobé, relève du sophisme ad hominem. Les auditeurs et téléspectateurs sont en droit d'attendre un débat d'idées. Quelle est donc votre position sur le fond de la question relative à la crise post-électorale? C'est NJP de Mokok par Ebolova qui envoie cette contribution.